Bonjour à tous, c'est le troisième épisode que j'enregistre avec un CTO pour parler des parcours de carrière qu'on peut proposer aux développeurs. Et aujourd'hui, je reçois Olivier de Skello. Est-ce que tu vas bien, Olivier? Super, très bien, très content d'échanger avec toi. Est-ce que ton vendredi est un peu rush pour toi aussi? Ça va, Ça va? un vendredi classique. Un truc classique, ok, c'est cool. On va parler de Skello, on va parler du parcours que tu as fait aussi. Mais avant tout, pour les auditeurs, je rappelle que il faut absolument participer à l'enquête pour me donner des idées de questions. Vos témoignages, en fait, me permettent de réfléchir à ce qui rend les développeurs heureux et aux questions que je devrais poser aux invités que je reçois sur le podcast ensuite. Il y a des dizaines de personnes qui contribuent à l'enquête chaque semaine et c'est grâce à ces contributions que j'ai pu écrire de nouvelles questions et que j'ai eu envie d'aller chercher de nouveaux invités. Donc, merci beaucoup. Olivier, Skello, moi je sais que c'est une boîte cool parce que j'ai rencontré des fondateurs de Skello avant. Pour les gens qui ne connaissent pas Skello, comment tu l'expliques? Alors Skello, c'est un outil de planification complexe et un écosystème d'outils RH qui était destiné au début pour les restaurants, la restauration. Et ensuite on s'est diversifié, on a ouvert plein de secteurs et aujourd'hui on a de la santé, du retail, enfin tous les secteurs où en gros il y a beaucoup d'employés et où il faut gérer leur planning. Il y a combien de développeurs aujourd'hui chez Skello? Alors pur développeur, s'il y a une vingtaine de personnes, et à la tech, aujourd'hui on est une trentaine de personnes. Et ça représente quelle proportion dans l'entreprise? C'est environ 30, une vingtaine de pourcents, 20-30%. Il y a beaucoup de commerciaux du coup. Il y a une équipe de commerciale assez conséquente et c'est une des forces de Skello. C'est au début, on a beaucoup vendu le produit et aujourd'hui, du coup, on remet à niveau entre guillemets toutes les équipes, c'est-à-dire que voilà, on recrute bien sûr des commerciaux, mais on recrute aussi beaucoup de devs, du marketing, enfin toutes les fonctions de l'entreprise. J'imagine que c'est un produit où il y a beaucoup de relations clients, vos équipes support, elles doivent avoir beaucoup de travail. Il y a une équipe support assez importante qui échange pas mal avec nos clients parce qu'en plus c'est du B2B, donc il faut vraiment accompagner les clients sur le produit. Et toi aujourd'hui chez Skello, tu es quel type de CTO? C'est quoi ton rôle, tes responsabilités clés? Alors du coup, si on demande à l'équipe, je pense qu'ils vont dire que je suis animateur de camping parce que en fait on travaille dans la bonne humeur et effectivement je pense qu'on peut être sérieux tout en animant une réunion avec une perruque sur la tête, donc je pense qu'ils répondraient ça. Après moi ce qui me motive c'est le matin de me lever, c'est l'équipe quoi. Mon équipe elle est super importante et le produit qu'on développe est super important. Du coup c'est accompagner l'équipe à créer le meilleur produit possible pour nos clients. L'équipe et le produit. Ok. Et alors du coup, c'est quoi ton parcours? À quel moment tu développes des compétences managériales? À quel moment tu te sens légitime pour être CTO du coup? Au début, moi j'ai eu une vingtaine d'années d'expérience et les 10 premières années, c'est pas mal de dev. Donc j'étais dev sur pas mal de technologies, beaucoup de web. Et au bout d'un moment, tu te dis ok, en fait j'ai envie de l'idée des projets. Après tiens, j'ai envie aussi de faire partager ce que je sais faire à des équipes et du coup accompagner des équipes. Et du coup, je prends des équipes qui sont à taille réduite, et puis au fil du temps, t'augmentes les équipes, t'augmentes les projets pour arriver à l'idée des équipes qui sont beaucoup plus conséquentes. Ouais, je réfléchis. Hein. Ok. Tu fais beaucoup de one-one dans ta semaine? C'est quoi ton agenda? T'as une semaine type ou une journée type pour toi? Alors j'ai pas tout le monde en direct heureusement parce qu'il y a plus de 30 personnes ça serait compliqué, mais du coup les personnes que je lis en direct effectivement on a un one par semaine, et ensuite ce qui est important aussi pour moi c'est de faire de temps en temps des one avec des gens que j'ai pas en direct, c'est-à-dire vraiment aller sentir le pouls et parler avec toute l'équipe. Donc ça j'essaie de le faire de temps en temps, aller boire un café, parler avec eux. Et pour ceux que j'ai vraiment en direct, c'est une fois par semaine, ça dure environ une demi-heure, et on va parler d'eux en premier. Voilà, comment tu vas, comment ça va ta semaine, s'il lit des équipes, comment ça va ton équipe, c'est quoi la semaine de ton équipe, et ensuite les projets, on rentre plus dans l'opérationnel et dans les projets qui lead. Mais d'abord c'est la personne. Je pense que c'est le plus important, c'est l'humain. Donc du coup, d'abord on parle de la personne et ensuite on parle des projets. Ça permet de créer une relation pour pouvoir avoir des conversations plus sérieuses après. Carrément.
Alors du coup, vous avez un career pass chez Scalo. Exactement. Est-ce que tu sais le décrire pour ceux qui n'auraient pas lu l'article ou qui ne seraient pas intéressés avant? Bah déjà, pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait, quand on demande aux devs, enfin, quand on est en période de recrutement, c'est quoi qui est le plus important pour toi? Et vraiment, la plupart du temps, c'est le sentiment de progression. Les devs, ils ont envie, les devs ou les techs, ou je pense que c'est peut-être pareil dans tous les métiers, mais en tout cas sur la tech, c'est j'ai envie de progresser, j'ai envie de me sentir progresser, et je pense que c'est important de ce sentiment-là pour rester longtemps dans une entreprise, parce que si tu te sens pas progresser, bah, tu vas dire ok, pour progresser, je vais aller voir ailleurs. Du coup, on s'est dit bah, on va écrire un career pass à plusieurs niveaux et à plusieurs branches. Donc on a la branche initiale, c'est vraiment la branche de dev. On a 4 niveaux, donc junior, intermédiaire, senior et expert. Et au sein de ces quatre niveaux, tu as des sous-niveaux, donc junior 1, 2, 3, intermédiaire 1, 2, 3, etc. Et pour chaque level, tu as des skills en fait, donc des skills de développement, vraiment purement technique, après de la gestion de projet, de l'agilité. Donc en fait, chaque développeur sait que sur tel niveau, voilà ce qui est attendu. Moi, ce que je dois savoir faire sur tel niveau, c'est tout ça. Et donc en fait, c'est super facile de se projeter, de se dire bah aujourd'hui, moi par exemple, je suis junior 2, je dois savoir faire tout ça. Et le step d'après pour progresser, en fait, il y a d'autres skills et du coup, c'est très facile de se projeter, de se dire moi, je vais aller chercher junior 3 dans quelques mois. Voilà, je dois savoir faire tout ça. Donc ça, c'est vraiment important pour se projeter. Ensuite, on s'est dit, tiens, voilà, il y a cette track développeur, mais aussi il y a la suite, quoi, parce qu'en fait, il y en a certains qui, toute leur carrière, vont vouloir développer de la fonctionnalité, d'être proche du produit, et c'est très bien. Donc là, il reste sur la track développeur. Et ensuite, à partir du niveau intermédiaire, on s'est dit, tiens, on va faire la track, on va mettre une branche managériale. Donc on a mis à partir de intermédiaire la possibilité de devenir team lead d'une équipe. Donc d'évoluer, de plus faire forcément que de la tech, accompagné de l'humain aussi. Et sur la partie senior, à partir du step senior, on peut devenir architecte. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus vraiment opérationnel dans les équipes à construire le produit, mais on va prendre de la hauteur, on va penser au scalo de demain, on va penser à l'architecture, on va penser à tout ce qui est résilience, plein de choses qui demandent du temps et qui demandent d'être fait en parallèle des équipes, parce qu'en fait les équipes agiles, elles peuvent faire plein de trucs, mais ça va très vite, on a envie de shipper plein de produits, plein de projets, et cette track architecture, ça permet d'avoir un peu de hauteur et de se dire voilà, j'ai le temps de penser à plein d'autres trucs. Et donc du coup on a cet arbre avec plein de branches sur lequel le développeur se dire ok, en fait j'ai la possibilité de progresser. Et en parallèle de ça, du carapace, on s'est dit comment on fait pour évoluer dans le carapace. Alors l'évolution, en fait, c'est un mix de plein de trucs. Il y a plein de boîtes, notamment chez Alan par exemple, où ils ont plein de choses top pour justement avoir ce sentiment de progression et progresser dans le carapace. Donc on leur a appliqué un peu des trucs, et puis dans d'autres boîtes aussi on est allé chercher. Et donc quand par exemple une personne a envie de progresser dans le carapace, elle va se dire, va pinguer son manager, dire moi j'ai envie de progresser. Du coup avec le manager, ils vont regarder les skills qu'il y a sur le niveau, et si en fait la personne a tout coché, ils vont se dire ok, très bien, tu peux passer au niveau d'après. La personne va donner 2 références dans ses collègues dev. On va pas demander leur avis à ces personnes-là, on va plus demander de raconter des histoires. C'est toi tu as travaillé avec Damien, très bien, super. Vas-y, raconte-moi ce que vous avez fait. D'accord. Et du coup ça fait plein d'histoires sur ce qu'a fait le dev. Est-ce que tu as fait du pair programming avec? Est-ce que tu as fait des workshops d'architecture avec? Et donc ça donne de la matière au manager pour prendre sa décision. C'est-à-dire qu'en fait la décision, elle va être prise de manière collégiale, c'est-à-dire entre moi, le manager de la personne, et toutes les histoires qu'on a pu récolter. Et du coup en fait on a ce sentiment de justice, c'est-à-dire en fait tu peux progresser dans le career pass grâce à toutes ces histoires qu'on a pu collecter, et c'est un sentiment qui est de justesse, qui est assez apprécié au niveau des devs, parce que c'est pas un manager qui décide toi t'es là, ok, j'accepte que tu passes dans le step d'après, tu vois, un peu de manière despotique. C'est plus collégial et en racontant des histoires. Ça veut dire que vous avez un vrai dossier sur chaque personne, sur son parcours au sein de Scalo, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Ok, c'est cool.
Comment vous avez fait pour construire le Career Pass? Est-ce que vous avez eu des ateliers ou est-ce que tu as parlé avec beaucoup de gens et à la fin c'est devenu évident pour toi? C'est ça, on a pas mal échangé en interne. Après, on a pas mal lu de choses de ce qui se faisait à côté, typiquement chez Alan, comme je t'ai dit tout à l'heure. On a essayé de faire un mix qui nous ressemblait, parce qu'en fait, chaque entreprise est quand même particulière. Et donc là, ce carapace, il nous ressemble pas mal. Est-ce que tu as parlé des managers, est-ce que le manager c'est un rôle ou est-ce que c'est une vraie fonction, une vraie fiche de poste chez vous? Alors alors sur l'équipe technique, c'est en addition à un rôle classique, c'est-à-dire que les team leads dans les équipes, ils ont un rôle de développeur et en plus ils accompagnent leur équipe. Donc c'est vraiment une multicasquette. Ils font Scrum Master aussi dans leur équipe. C'est vraiment le rôle de team lead, c'est j'accompagne mon équipe de manière sur l'humain, donc j'accompagne les collaborateurs et les personnes de l'équipe. Et en plus, je drive les projets et en plus je facilite l'avancée de tous les projets. Donc c'est vraiment un truc multicasquette et c'est un rôle qui est assez riche, je trouve, chez Skello. Ça marche. Comment vous prenez des décisions techniques du coup? C'est au niveau de l'équipe. L'équipe, elle peut prendre des décisions techniques. Est-ce qu'il y a un moment où vous rationalisez s'il y a eu des divergences entre les équipes? Comment ça se passe? Alors on a un comité d'architecture avec notamment les architectes et les devs seniors de chaque équipe, parce que dans chaque équipe en fait on a essayé d'avoir des cohérences au niveau de la seniorité. On a un senior, 3 intermédiaires et 2 juniors. Comme ça, c'est bien équilibré. Et donc chacun participe. Alors le senior, il va driver les projets de son équipe. Et quand il y a des projets vraiment qui sont structurants ou alors qui sont transverses, il y a cette squad architecture qui permet à plein de personnes d'échanger et d'avoir de la cohérence. Donc sur les équipes, c'est drivé par les devs plus seniors. Et ensuite, il y a la cohérence au niveau transverse avec l'équipe archi. C'est du coup le Career Pass, il indique un rôle dans les équipes aux gens. Exactement, ouais. Mais du coup, si tu as une pyramide avec ce ratio-là, tu es obligé de recruter tout le temps des juniors, sinon ta pyramide, elle vieillit, quoi. Alors pour l'instant, on n'a pas ce problème-là parce qu'en fait, on recrute beaucoup, donc en fait, effectivement, mais oui, quand on aura recruté entre guillemets assez de personnes et qu'on aura une équipe assez mature. On aura peut-être ce problème-là, on n'aura que des seniors dans l'équipe, et si on a que des seniors dans l'équipe, c'est pas bien grave, hein, mais oui, on recrute des juniors tout le temps, en ce moment en tout cas. Parce que en fait, ma conclusion, c'est est-ce que ton Career Pass, il t'encourage à recruter des juniors? Alors que si t'en avais pas eu, t'aurais peut-être recruté plus souvent des gens expérimentés pour avoir des gens qui sont up to speed tout le temps. Alors après, il y a une question de budget tech aussi. Enfin, les seniors, c'est des profils qui coûtent très cher, donc je peux pas non plus recruter que des seniors. Donc, je pense pas que ça soit que ça, parce que c'est bien aussi que les juniors puissent progresser. Je pense que c'est bien qu'on mixe junior, intermédiaire et senior, parce que le senior, ça apporte à l'équipe, et puis s'il y a des juniors, le senior peut l'encadrer. Donc il y a vraiment une émulsion entre junior, intermédiaire et senior. Voilà. Ok. Non, je trouve ça intéressant parce que ça fait, au final, tu vois ta pyramide et du coup, j'ai vraiment l'impression que tu es obligé de la remplir par le bas. Du coup, je trouve ça encourageant. Je me demande si c'est une solution en fait en recrutement des juniors. C'est comment le remote dans vos équipes? Tu m'as dit vous faisiez 2 jours, 3 jours, mais est-ce que les gens ils attendent de se voir sur site ou est-ce qu'ils ont des rituels en visio en premier? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Comment ils s'organisent dans les équipes? Est-ce que par exemple dans une équipe les gens ils prennent leur jour de remote tous en même temps et du coup ces jours-là ils se parlent pas et ils sont très concentrés, ou est-ce que remote ou le remote ou sur le site ils l'ont complètement mélangé et du coup en fait ils sont tout le temps en visio, qu'ils soient sur site ou à la maison? D'accord, alors du coup là je peux répondre. En fait j'ai imposé quelque chose sur le remote, vu qu'en fait on est 2 jours en présentiel. J'ai demandé à ce que toute l'équipe technique soit là le jeudi. Okay. Pour qu'en fait, moi c'est important, pour moi l'humain est vraiment important, et je pense que si on se voit pas, c'est compliqué. Enfin en tout cas moi j'ai besoin de voir les gens, et je pense que c'est le cas aussi pour l'équipe. C'est le jour où tu portes la perruque en plus. Oui, c'est ça. Bon non, on peut porter la perruque en visio aussi, hein. Mais du coup ils se voient tous le jeudi, et ensuite ils choisissent un jour dans la semaine où ils viennent en équipe. Et en fait c'est toujours le truc de se dire, si il y a une équipe qui est en présentiel, toute l'équipe est en présentiel.
Parce que sinon, en fait, c'est du remote déguisé. Si en fait t'as une partie qui est en remote et une partie qui est dans les locaux, bah, en fait, la partie qui est dans les locaux, elle se retrouve à faire de la visio avec des gens qui sont en remote, du coup ça marche pas. Donc on a vraiment ce truc-là, un jour fixe où vraiment tout le monde est là, et ensuite en équipe ils choisissent quel jour ils ont envie de la semaine de venir dans les locaux. Comment ça se concrétise le fait que vos équipes aient une culture produit? Je pense que ça vient du chez Skello, on a le love du produit, en fait, on adore notre produit, et c'est beaucoup animé la culture du produit, c'est-à-dire que on est très fiers du produit qu'on développe. Que ce soit n'importe quelle équipe, on essaye, hein, c'est compliqué aussi, hein, que tout le monde soit à l'aise avec le produit, surtout quand on le construit pas ou quand on le manipule pas toute la journée. Mais on a eu cette ambition de se dire, ouais, tout le monde connaît le produit, tout le monde adore le produit, et donc je pense que c'est drivé par ça. Je sais pas si ça répond trop à la question, mais... Ouais, si, je comprends. Et du coup, t'as l'air de dire qu'il y a des cérémonies ou des rituels qui sont propres au produit. C'est quoi les rendez-vous en fait que vous avez dans l'animation de la vie du produit? Alors dans l'onboarding déjà, en fait l'onboarding, après je peux en parler de l'onboarding, mais dans l'onboarding il y a des rituels qui sont pour présenter le produit, pour vraiment former les gens au produit. Et ensuite on a des rituels, par exemple tous les lundis matins on a HoloLens, et avant le HoloLens on a toujours un rituel qui présente les nouveautés produits, qui raconte des histoires sur le produit. C'est un événement qui est assez fort, qui mixe un peu toutes les équipes, et c'est toujours orienté autour du produit. Donc il y a beaucoup d'infos qui est donné autour de ce produit-là. Le HoloLens, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est un moment où toute l'équipe est là et on peut lever la main pour poser une question, quoi. Alors ouais, c'est ça. Le HoloLens chez nous, c'est vraiment toute la boîte. Et c'est en gros tout ce qui s'est passé de bien et de moins bien la semaine dernière, et les infos générales de la boîte. Ah, ça permet d'avoir une structure, ça permet de rester très horizontal, de pas avoir trop de distance dans la hiérarchie. Exactement, ouais. Et dans les équipes tech, vous avez d'autres rendez-vous, d'autres rituels? Alors on a les rituels classiques agiles de chaque équipe. Après on n'a pas tous les rituels agiles, parce qu'en fait on essaye de pas faire de réunionnite aiguë. Du coup il y a certains rituels qui nous correspondaient pas, on les a enlevés. Ouais. On a des workshop tech une fois toutes les 2 semaines, le lundi matin. On a 2 heures en fait où quelqu'un vient me présenter, se dit moi je connais les lambdas sur AWS, allez je présente les lambdas sur AWS, et la deuxième heure tout le monde code sa petite lambda, et ça permet de progresser. Donc ça c'est un petit rituel. On a la Tech Monthly une fois par mois, où c'est un rendez-vous de se dire ok, voilà, c'est toutes les infos possibles et imaginables sur la tech, et pareil tout ce qui s'est passé de bien, et voilà, tout ce qui s'est passé de bien, parce qu'on a assez positif sur la tech. Et ça c'est un rituel qui est assez qui est pas mal du tout, enfin qui est assez je sais pas comment dire, qui est cool quoi. Et une fois toutes les 2 semaines on a un peu on fait une grande démo. C'est-à-dire qu'en fait moi je me suis dit tiens, en fait les démos de sprint c'est bien, mais en fait les démos de sprint c'est en équipe. Et du coup ce qui serait cool, c'est qu'en fait pour qu'il y ait du partage au sein de toutes les équipes, on va faire une grande démo. C'est-à-dire qu'en fait toutes les équipes vont avoir 5 minutes pour présenter ce qu'elles ont fait pendant le sprint. Et alors vu qu'on aime bien se déguiser et puis faire un peu du spectacle et du show, chaque équipe le fait de manière théâtralisée. Donc elles ont 5 minutes, et elles racontent ce qu'elles ont fait de manière théâtrale pendant le sprint. Des fois, franchement, on comprend pas trop ce qui s'est passé dans le sprint, mais c'est tellement marrant. Et en fait, au début, on l'avait ouvert du coup qu'aux équipes agiles pour qu'il y ait du partage d'informations entre eux. Et de plus en plus, il y a tout le monde qui se joint en fait de la boîte, qui vient voir la grande démo, parce que tout le monde se croit au théâtre. Donc voilà, c'est un moment qui est assez sympa toutes les 2 semaines. Ok, en vrai c'est cool. Vous avez des costumes et tout comme au théâtre, ou comment ça se passe? Alors ouais, on a des costumes, ouais, il y a des perruques, des accessoires, on se débrouille, il y en a certains qui mettent des filtres Snapchat sur leur visio, et ça marche très bien. D'accord. Pourquoi tu penses que les gens ils aiment bien travailler chez vous? Moi, je pense que c'est, en tout cas, moi, ce qui m'a attiré, c'est la culture d'entreprise. Et quand tu vois, sur notre site, on l'affiche en fait, notre culture d'entreprise. Il y a un espèce de livre blanc.
et tu peux te dire, quand tu vois de l'extérieur, tu peux te dire, ouais, en fait, c'est du marketing, quoi. Et moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai été recruté. Je me suis dit, est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est vraiment vrai? Et après, tu commences à parler avec une personne, avec 2 personnes, avec 3 personnes, et tu te dis, en fait, ils parlent quand même tous de la même chose. Et quand tu te retrouves dans la boîte, tu te dis, oh, mais en fait, c'est vrai, quoi. Il y a une culture d'entreprise qui est dingue, avec des grosses valeurs. Et après, bon, voilà, les valeurs te correspondent ou pas, mais en tout cas, les gens qui nous rejoignent, je pense que la culture d'entreprise et les valeurs de Skello, ça parle beaucoup. Et on l'incarne et on le fait vivre tous les jours dans la boîte. Donc je pense que c'est un énorme liant chez nous, cette culture et ces valeurs-là. Alors tu vois, moi quand j'écoute des podcasts, en général je suis sur mon vélo, sur le bord de la Deule. Je peux pas aller voir le site web maintenant, donc faut qu'on leur raconte aux gens qui écoutent. C'est quoi les valeurs de Skello, qu'est-ce qui est écrit sur le site web. C'est quoi ce que tu préfères dans les valeurs de Skello, Olivier? D'accord, il y en a plein de valeurs, mais moi je vais te raconter ce qui vraiment me marque pour moi, c'est travailler avec sa clique. Marcher avec sa clique plutôt, parce que c'est marcher avec sa clique. Du coup, c'est important de travailler en équipe et je pense que c'est ce qui définit le plus notre boîte, c'est ça. En fait, t'as pas une personne dans la boîte qui a pas envie de travailler avec une autre. Et tu te dis, voilà, n'importe quelle personne que tu vas aller voir, tu vas lui proposer un truc, tu vas lui parler, eh ben, tu vois dans ses yeux que la personne a envie de travailler avec toi. Donc ça, c'est ultra important. Il y a vraiment le mot clic sur la partie marketing. Moi, j'aime bien. Hein. Oui, marcher avec sa clique, ouais. Marcher avec sa clique, ouais. Ok. Et après moi ce qui m'importe aussi c'est la culture du feedback. Vraiment ça c'est on travaille beaucoup là-dessus et tout le monde sait faire des feedbacks, que ce soit positif, négatif, constructif, à n'importe qui. Et c'est vraiment très ouvert. On peut vraiment raconter ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on a envie de dire à n'importe quelle personne. Et c'est plutôt bien reçu de la plupart des gens. Et je pense que ça fait progresser. Ça aide les gens à voilà s'améliorer. Et puis ça fait toujours plaisir. Le feedback positif aussi. C'est un truc voilà qui illumine ta journée quand on te dit bah en fait t'as bien travaillé ou en fait ce que t'as fait ça m'a fait plaisir ou ce que t'as fait c'est cool. Bah du coup je pense que c'est un énergisant fou pour déjà pour moi et puis pour les équipes aussi. Puis il y en a plein d'autres valeurs mais en tout cas ces deux là c'est pas mal. C'est quoi du coup ta secret de sauce ou tes 3 apprentissages clés pour apprendre à faire des meilleurs feedbacks? Peut-être que tu les donnes d'ailleurs aux nouveaux arrivants, tu vois. Bah de pas hésiter à le faire, je pense. Parce que on peut se dire ah mais mince en fait comment je vais essayer de tourner. Ouais. Après quand c'est des feedbacks un peu compliqués alors ça peut faire sourire mais moi au début je m'entraînais devant une glace en fait devant un miroir en fait tu fais semblant de parler à la personne parce que t'as un truc qui est compliqué à lui dire ou alors c'est pas forcément un feedback qui est très positif bah tu t'entraînes en fait et après bah ok bah après tu le rejoues mais tu le fais pas à chaud quoi tu t'essayes de se dire ok si je lui sors comme ça est-ce que ça va aller et puis voilà et puis après je pense la sincérité aussi la sincérité du moment qu'on est sincère bah je pense qu'il y a tout qui passe. Pourquoi est-ce que les gens ils prennent bien le feedback en fait? Ben justement parce qu'en fait c'est pas ils se disent pas ah mais en fait il m'a sorti ça pour telle et telle raison en fait si c'est sincère c'est fait pour les faire progresser c'est fait pour les valoriser et du coup s'il y a cette sincérité qui est là je pense qu'on peut tout on peut tout dire. Ouais, et moi dans mes équipes c'est vraiment ce que je dis alors avec les gens que je manage en direct ben c'est ça je leur dis on se dit tout c'est-à-dire qu'en fait si vous avez un truc à dire dites-le si j'ai un truc à vous dire on se le dit et comme ça tu vois on tourne pas 10 fois autour du pot on va pas se dire ah ben non en fait on va pas se le dire et être frustré de quelque chose qu'on n'a pas envie de dire si on se le dit bah très bien et puis en fait on essaye de d'améliorer les choses ensemble et je pense que ça c'est vraiment important c'est ouais cette transparence de se dire ok bah on se dit les choses et puis on essaye de pas les prendre mal des fois c'est quand on te fait un feedback négatif que tu te le prends en pleine tronche tu te dis oh, ouais c'est difficile mais ok, après quand tu réfléchis, tu dis, mais en fait, c'est fait pour progresser, donc allez, on y va, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est tu fais du feedback pour aider quelqu'un et pour améliorer le travail, pas pour. Tu peux faire du feedback sur une personne, mais plus sur sa façon d'avoir travaillé, pas sur sa façon d'être parfois. Ah non, façon d'être, bah non, chacun est unique et chacun, heureusement, chacun est unique et chacun a une personnalité vraie et belle et même si c'est pas la même que la nôtre, peu importe quoi. Mais non, c'est plus pour aider sur la partie travail, sur la partie collaboration.
T'as effectivement un optimisme de géo très efficace. Est-ce que c'est alors on a parlé de plein de choses chouettes qu'il y a chez vous. J'ai l'impression qu'il manque un ingrédient pour avoir une équipe engagée, tu vois, pour garder une équipe de dev engagée autour du produit. Bon, le fait qu'il y ait du feedback, qu'il y ait une bonne ambiance, que l'amour du produit, il est pas inné. Les gens, il faut qu'ils l'acquièrent, tu vois. Est-ce qu'il y a encore un ingrédient secret pour faire en sorte que les gens soient vraiment tout le temps motivés? Alors oui, je pense que c'est la visibilité. Alors ça c'est du coup mon rôle et le rôle de Ariane qui est Head of Product, c'est de se dire là où on va. Et c'est pareil au niveau de Skello. Hein. Et moi c'est ça qui m'a plu chez Skello, c'est quand j'ai passé mes entretiens d'embauche, on m'a raconté en fait où c'est qu'on allait. Et je pense que sur la partie tech et produit, bah, c'est ce qu'il faut faire. En fait, il faut donner la visibilité, c'est-à-dire en fait donner un cap à l'équipe, de se dire voilà ce que ça va être Skello dans 1 an, dans 5 ans. Voilà ce que ça va être Skello dans un quarter. Et en fait, à amener l'équipe à se dire, voilà, tu vois qu'il y a une trajectoire. Après, dans cette trajectoire-là, il y a une espèce de chemin. Et en fait, sur le chemin, on peut tous prendre nos aises et vraiment avancer sur ce chemin comme on a envie. Mais de donner de la visibilité, de donner un point de mire, là, c'est ultra méga important. Et je pense qu'en fait, une équipe qui avance juste en regardant ses pieds, tu vois, se dire, ah, ok, allez, c'est quoi le ticket qu'on ship? Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est demain. Et si tu lui parles de après-demain, du mois d'après, de l'année d'après, c'est vachement bien. Puis j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est pas forcément une roadmap, c'est-à-dire que vous décrivez pas un chemin avec des milestones intermédiaires, vous décrivez la big picture à moyen terme plus qu'à court terme. C'est après aux gens d'y aller, quoi. Ouais. En les accompagnant et en fait qu'ils aient la possibilité de dire ouais en fait voilà la destination c'est là-bas et en équipe on y va ensemble et en équipe on construit la route pour aller vers ce truc là-bas là. Est-ce qu'il y a aussi des contraintes, si tu veux, dans la photo? Tu vois, par exemple, nous, on a une contrainte, c'est on n'est pas un ATS, tu vois, on n'est pas tel type de logiciel, on s'arrête à tel endroit dans les features. Ouais. Et c'est pour ça que, en fait, tout à l'heure, je parlais de route, en fait. La route, elle est assez large pour que chacun, au sein de cette route, puisse faire son petit chemin. Mais par contre, il y a quand même des garde-fous. C'est-à-dire qu'il y a voilà, il y a une destination, mais il y a aussi des garde-fous, de se dire voilà, ça c'est ce qu'on a envie de faire, quoi. On va pas faire n'importe quoi non plus, mais au sein de cette route-là, tu peux faire ce que tu as envie avec ton équipe et t'avances et ça se passe bien. Et du coup, je suis chaud pour qu'on parle de l'onboarding, parce qu'effectivement, un onboarding, quand on a une équipe impliquée comme la tienne, j'imagine que sur l'onboarding, tu dois avoir un processus qui est particulier pour arriver à avoir des gens impliqués à la fin. Comment ça se passe l'onboarding chez vous? Alors sur l'onboarding, il y a 2 onboarding. Il y a vraiment un onboarding de boîte qui se passe pendant 2 semaines. Nous on fait arriver les gens en promotion tous les premiers mardis du mois. En fait, ça permet qu'en fait, déjà, t'arrives pas tout seul au milieu d'une équipe où tu connais personne ou d'une boîte où tu connais personne. T'arrives avec 5, 10, 15 personnes. Et en fait, ces personnes-là, tu les connais parce qu'en fait, t'as fait tes 2 semaines avec, et du coup quand tu vas les croiser dans des couloirs, tu vas dire ah ouais mais en fait on se connaît, tu vas échanger sur Slack avec eux, vraiment tu vas manger avec eux, donc déjà en fait t'arrives mais tu connais déjà plein de monde, donc ça c'est super intéressant qu'on fasse arriver du coup les gens ensemble. Et après il y a un parcours pendant 2 semaines où du coup il va y avoir des formations produits, il va y avoir des ateliers dans lesquels tu vas découvrir toutes les équipes, enfin il y a plein de rendez-vous qui sont faits, et en fait quand tu arrives et que tu ouvres ton agenda et que tu vois que les 2 premières semaines t'as plein de trucs, tu te dis ah ouais mais c'est cool parce qu'en fait voilà ils ont pensé à moi et j'ai déjà plein de trucs de prévus. C'est rien de pire où quand tu arrives dans une entreprise et t'es là, tu dis bon alors par quoi je commence? Non là vraiment t'es accompagné sur les 2 premières semaines, et après ces 2 premières semaines qui sont assez globales à la boîte, du coup nous on enchaîne les formations tech. C'est-à-dire que les 2 premières semaines t'es pas trop dans ton équipe, après tu rentres dans ton équipe et il y a un vrai onboarding plus métier, donc dans le cadre de la tech c'est des formations tech, voilà où on va t'apprendre certaines techniques, on va te parler de l'architecture, de comment est fait le code, et après progressivement tu rentres dans les équipes. Et souvent, notamment sur les juniors, en fait quand ils arrivent, ils sont là, ils nous disent bon allez c'est bon, quand c'est que je commence mon premier ticket et tout, et on leur dit mais
mais en fait, prends le temps, vraiment, prends le temps, c'est important de faire ton onboarding tranquillement. Après, au bout d'un moment, bah oui, on craque, on se dit, bon, bah ok, vas-y, prends un petit ticket, parce que, bon, voilà, tu peux plus, tu as trop envie de coder, mais c'est important qu'ils prennent le temps de faire ça et qu'ils soient pas dans l'opérationnel direct, de se dire, allez, voilà, j'y vais, quoi. En vrai, les trois quarts des CTO que je rencontre, ils me diraient que c'est une perte de temps d'attendre 3 semaines pour coder. C'est qui a mis cette volonté-là? Pourquoi? Quel est l'axiome derrière, tu vois, l'hypothèse, la condition derrière ça? Bah, c'est vraiment la qualité de rentrer correctement dans les choses, de comprendre comment fonctionne la boîte, comment fonctionnent les rituels, comment fonctionne le produit. Et je pense que déjà avoir cette prise de recul, de se dire ok, je vois de mes 2 petites semaines d'onboarding, je vois comment elle est faite la boîte, vers où on va, c'est quoi les enjeux, c'est super important. Et du coup, je pense que c'est une richesse de faire ça comme ça. Après, franchement, 2-3 semaines sur une vie de dev, non, c'est pas du temps perdu pour moi. Effectivement, les gens, ils vont rester plusieurs années chez vous, donc 3 semaines, c'est rien du tout. C'est ce qu'on espère, qu'il reste longtemps. Ouais. Je réfléchis à la question autrement. En fait, est-ce que ça veut dire que du coup, cette période d'onboarding, il y a vraiment toute la boîte qui contribue à l'animer, en fait? Exactement. Enfin, toute la boîte, on est pas mal de personnes à intervenir dans le onboarding. Alors après, on a mis en place des outils pour automatiser certaines parties. Il y a des formations qui se font en ligne, mais il y a une grosse partie des formations ou des présentations qui se font en présentiel. Parce que il y a rien de mieux que quelqu'un qui te raconte une histoire et tu l'as en face. Comment s'appelle les outils, c'est très bien. Mais quand même une personne qui raconte une formation, qui raconte quelque chose, c'est quand même mieux. Ok, cool. D'après toi, du coup, si tu devais garder qu'un seul ingrédient en fait aux choses qui rendent les gens heureux chez Skello, ce serait quel ingrédient? Moi, je pense que c'est l'humain. C'est l'humain. En tout cas, pour moi, c'est l'humain. Et en écoutant les gens de mon équipe ou les autres personnes, c'est l'humain, je pense. C'est vraiment aimer travailler ensemble. Je pense que c'est ce qui nous drive tous les jours. Je sais que tu es incapable de te projeter dans une autre entreprise. C'est pas le sujet, mais imagine maintenant, on te transporte là, on te met dans une autre entreprise. Qu'est-ce que tu vas essayer de regreffer qu'est-ce que tu vas essayer d'emporter de Skello et qu'est-ce que tu vas essayer de regreffer sur la nouvelle entreprise ou de changer dans cette nouvelle entreprise pour pour récupérer le truc qui était vraiment essentiel chez Skello. Et le reste suit. Honnêtement, je pense que ça serait très compliqué parce que c'est un des trucs qui m'a marqué quand je suis arrivé. C'est la boîte, elle a 4 ans, je pense. Et je pense qu'ils ont fait énormément de choses bien depuis 4 ans. Et en fait, au début, ça rendait pas, enfin, c'est pas qu'ils s'en rendent pas compte, mais ils ont toujours envie de progresser. Mais je pense que moi, quand je suis arrivé, on m'a dit alors par rapport à toutes tes expériences que t'as fait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place sur ça. Et je leur ai dit d'ailleurs, mais en fait, on est déjà à un super niveau, que ça soit sur l'onboarding, il y a plein de sujets où vraiment ils avaient un niveau qui était moi je trouvais top quoi, par rapport à même des grands groupes ou des super boîtes. Enfin des super boîtes, j'entends Skello c'est une super boîte, mais des boîtes qui sont beaucoup plus grosses. Et du coup, emporter, ça serait un gros package. Enfin, ça serait un gros, une grosse valise. Donc je saurais pas quoi répondre. Il y a un truc qui est cohérent en même temps, c'est-à-dire que tout va ensemble. Ouais, je comprends. Ok, c'est cool. T'as fait un hochement de tête pour me répondre. Comment tu veux que les gens ils voient ça sur le podcast? Ok, je comprends. Le career pass, je comprends. Je comprends l'évolution de carrière. Si demain des gens veulent mettre en place un career pass chez eux, c'est quoi les conseils que tu leur donnes? Il faut que ça leur ressemble. Je pense qu'il faut beaucoup parler avec les aspirations des personnes, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire et beaucoup échanger. Je pense beaucoup échanger avec les équipes pour comprendre en fait parce que nous on l'a construit comme ça en parlant et en se disant tiens voilà c'est quoi vos aspirations et comment vous avez envie de progresser, parce que vraiment il y a pas un développeur ou un tech ou enfin j'imagine sur les autres métiers c'est pareil qui va te répondre la même chose. C'est important de parler. Est-ce qu'il y a
Est-ce que du coup vous avez une grille de salaire qui est ouverte aussi et qui Ouais, va avec le exactement. En carapace? fait, sur le carapace, il y a des salaires qui sont fixes en face de chaque level. Et comme ça, c'est bien parce qu'en fait, un dev qui est par exemple junior 3, eh ben même si c'est un gros tchatcher qui va te voilà un commercial de fou, eh ben il va pas arriver à avoir un meilleur salaire que celui qui est à côté de lui, qui a le même niveau et qui est un peu plus modeste au niveau chat, tu vois. Donc ça c'est toujours une histoire de justesse en fait. Voilà, quelqu'un qui est junior 3, ben en fait le collègue à côté qui est junior 3, ben il a le même salaire. Par contre, ce qui est propre vraiment à la personne, c'est la progression. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui va progresser, il y a possibilité de progresser plus vite. Peut-être que en fait, pour arriver au step d'après, les deux personnes qui sont junior 3, tu vois, il y en a un qui va mettre 10 mois et il y en a un qui va mettre un an, ou alors il y en a un qui va mettre 6 mois et il y en a un qui va mettre 8 mois. C'est vraiment propre à la personne. Vraiment, la progression est propre à la personne. Par contre, les salaires sont fixes sur les niveaux. Est-ce que les gens qui candidatent les futurs salariés de Skello, ils arrivent à se projeter rapidement dans la grille? Parce que quand on voit la grille de l'extérieur, c'est un petit peu compliqué de se dire peut-être que dans la boîte où je suis aujourd'hui, on me voit comme un junior 3 ou quelque chose qui ressemble, mais je vais arriver chez vous, vous n'allez pas me voir comme ça. Et c'est un petit peu compliqué. Est-ce que les candidats, ils arrivent bien à se projeter? Vous leur donnez les clés rapidement? Quand ils arrivent ou quand ils postulent? En entretien, ouais, dans le processus de recrutement. Alors en entretien, on parle plus du career pass, on parle pas vraiment du détail du career pass, et c'est plus au fil de l'entretien, il se fait en plusieurs étapes chez nous, et du coup c'est plus au fil des étapes, on se dit cette personne là, elle va être sur tel level là, et ensuite on compare par rapport aux prétentions salariales de la personne. Si les prétentions salariales de la personne sont plus élevées que le niveau sur lequel on l'a placé, eh ben on arrête le process. En fait, on se dit on n'arrive pas à se mettre d'accord, justement pour une question de justesse, parce qu'on peut pas se dire en fait on va mettre cette personne là sur un level qui va être plus haut par rapport à ce qu'on l'a évalué, parce qu'au final sinon ça va faire des frustrations dans l'équipe, et ça on n'a pas envie de les avoir, donc on a laissé passer certains candidats parce qu'ils avaient des prétentions qui étaient un peu trop hautes, en fait, en tout cas qui n'étaient pas en adéquation avec notre carapace. Ça arrive pas souvent, mais il y a eu quelques cas où voilà, tant pis, c'est pas le moment. Ça nécessite du coup que vous ayez évalué correctement le candidat avant de lui faire une proposition. Alors oui, effectivement, mais par contre notre process, c'est trois échanges de 1 heure. Et du coup, en 3 échanges d'une heure, on essaye d'avoir une estimation. On se trompe rarement. Et si jamais on se trompe, on sait que on peut faire évoluer la personne très rapidement. Imagine on l'a mis sur un level de intermédiaire 2 et qu'en fait on se rend compte quand elle arrive qu'elle est intermédiaire 3, très vite on va la faire progresser sur l'intermédiaire 3. C'est pas la progression, en fait on active les progressions tous les trimestres, on peut progresser tous les trimestres. C'est pas une fois par an où tu te dis on active le truc, la review annuelle là. Donc nous c'est vraiment tous les 3 mois où on peut déclencher ces progressions là. Pour moi tout est clair. C'est super cool. Est-ce que t'as passé un bon moment? Ouais, très bien. C'était cool. Ok, merci beaucoup. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici. C'était un épisode assez condensé, effectivement. Hein. Je t'ai senti... c'est parce que je t'ai donné toutes les questions avant, ça t'a un peu stressé, c'est ça? Ouais, j'ai pas forcément l'habitude non plus d'en faire, donc oui. Mais bon, ça allait. Mais en vrai, du coup, le podcast sera agréable à écouter parce qu'il va être très concis. Moi, j'aime bien, je suis content. Merci beaucoup pour ça, c'était chouette. Et merci à toi. Alors, les gens n'auront pas l'image, mais moi, j'ai eu ton sourire en grand pendant 40 minutes. C'est fantastique. Je te souhaite de passer une bonne journée. À toi aussi. Pour les auditeurs, je vous souhaite de passer une bonne journée aussi. Pensez à participer à l'enquête et à vous abonner également à la chaîne YouTube. On a beaucoup à développer en 2022. Donc suivez-nous sur YouTube et posez des commentaires sous cette vidéo. Je pense que si vous posez une question sous la vidéo qui correspond à ce podcast, on ira chercher Olivier s'il ne la trouve pas avant. Ça roule? Allez, à bientôt. Bonne journée.